Du train, tandis qu'il quittait la gare et soufflait sa vapeur entre les tranches de maisons en équilibre, on pouvait encore voir, car la nuit n'était pas tout à fait venue, des croûtes de neige sur le noir des talus, dans les recoins. L'autre fois, en août, c'était Antoinette qui était partie, laissant Dominique toute seule à Paris pendant de longues semaines. Aujourd'hui, c'était Dominique qui était dans le train, qui restait encore un moment debout dans le couloir, à regarder dehors avec un petit rire mélancolique, puis qui pénétrait dans son compartiment de 3e classe. Elle venait seulement de recevoir le télégramme. Tante Clémentine décédée, stop, obsèques mercredi, François. Elle ne comprenait pas, car on était le mardi. La mort devait remonter au dimanche, puisque l'enterrement a généralement lieu 3 jours après le décès, à moins d'une maladie particulièrement contagieuse. Mais tante Clémentine n'était pas morte d'une maladie contagieuse. Elle devait avoir, 64 et 7, 71 ans. Il ne faisait pas chaud. Même à Toulon, il ne fait pas chaud en hiver, et il n'est pas besoin de presser la mise en terre. Quel François? Le père, François de Chailloux, qui aurait dû être à Rennes, ou n'était-ce pas plutôt son fils, qui s'était engagé dans la marine? Son fils, sans doute. Cela se comprenait mieux. Tante Clémentine vivait seule, avec une domestique plus âgée qu'elle, dans sa villa de la Seine-sur-Mer, près du passage à niveau, là où Dominique avait passé des vacances. Si elle avait été longtemps malade, quelqu'un de la famille serait venu près d'elle, et aurait écrit à Dominique. Cela avait dû être rapide. On avait averti François, celui qui était le plus près. C'était François qui avait envoyé les télégrammes, et il avait dû oublier sa cousine. Oui, voilà comment les choses s'étaient passées. On l'oubliait toujours. Elle comptait si peu. Antoinette ne s'apercevrait peut-être pas de son départ. Elle verrait des volets fermés pendant 3 ou 4 jours, sans se demander ce qui était arrivé à sa voisine. Les Caille resteraient seuls dans l'appartement, pourvu qu'ils n'en profitent pas pour recevoir leurs amis de la rue du Mont-Cenis, passer toute la nuit à boire avec eux et à se vautrer dans le salon. Le compartiment était bondé. Dominique avait un coin, contre la vitre. Il y avait près d'elle un marin en permission et un autre en face. Ils échangèrent sans conviction des allusions à leur séjour à Paris, des clins d'œil, puis des mots, de temps en temps, sur des camarades qu'ils allaient retrouver. On les sentait sans arrière-pensée l'un vis-à-vis de l'autre, comme des frères. Ils avaient sommeil et ne tardèrent pas à s'assoupir, le béret sur les yeux. Celui qui était à côté de Dominique la heurtait parfois, pesait sur elle de tout son poids dans les virages. Longtemps elle pensa, en regardant le marin qui lui faisait face, puis en regardant une femme qui allaitait un bébé et dont le gros sein blanc l'écœurait. Un employé des chemins de fer lisait un roman bon marché. Le bruit du train pénétrait peu à peu dans sa tête. Son rythme se superposait au rythme de sa respiration et au battement de son cœur. Elle s'abandonnait. Un courant d'air glacé venu de la vitre frôlait sa nuque. Ses pieds étaient posés sur la plaque de métal qui chauffait en dégageant de la vapeur. Elle ferma les yeux, les rouvrit. Quelqu'un tourna le bouton électrique, et il n'y eut plus qu'une faible lueur bleue. Il faisait chaud. Le courant d'air coulait toujours comme un filet d'eau froide. Les paupières de Dominique picotaient. Le train s'arrêtait, des gens s'agitaient dans l'obscurité d'une gare, des lumières glissaient, et on roulait à nouveau. On devait être loin, passer Dijon, quand elle comprit que quelqu'un courait. Oui, que quelqu'un poursuivait le train dans le halo pâle de la lune. Elle ne fut pas étonnée.
Elle dit simplement « Tiens, mademoiselle Augustine ». Et elle eut un sourire doux et triste, comme en échange les gens qui connaissent leur malheur. Elle comprenait tout à coup. Il y avait bien 8 jours qu'elle n'avait vu mademoiselle Augustine à sa fenêtre, mais 2 ou 3 fois elle avait entrevu la concierge dans la mansarde. La vieille demoiselle était morte, comme tante Clémentine. Elle était toute heureuse d'être morte et elle courait après le train, atteignait enfin le compartiment de Dominique, s'asseyait près de celle-ci, un peu essoufflée, souriante, ravie, avec pourtant un rien de gêne, car ce n'était pas une personne à s'imposer. C'était curieux de la voir ainsi, laiteuse, quasi lumineuse, si séduisante, si belle, car elle était belle, et pourtant on la reconnaissait. Elle balbutiait avec une délicieuse pudeur. « J'ai failli vous rater. Je suis allé chez vous aussi vite que j'ai pu. La chose était encore chaude sur mon lit. Je m'étais toujours promis de vous réserver ma première visite. Mais vous veniez de partir et je me suis précipité à la gare de Lyon. » Ses seins, qui devaient ressembler jadis à des méduses, se soulevaient. « Je suis si contente. Seulement, vous comprenez, je n'ai pas encore l'habitude. La concierge est là-haut à faire sa toilette. Elle ne se tient pas de joie de laver et de tripoter une morte. » Dominique imaginait fort bien la concierge, une maigre femme qui s'en allait de la poitrine et qui faisait la toilette des morts dans tout le quartier. Elle est allée frapper aux portes en criant « Elle est morte! Mademoiselle Augustine est morte !» Et moi, je suis parti sur la pointe des pieds. J'ai attendu si longtemps. Je croyais que cela n'arriverait jamais. À la fin, j'ai tout fait. J'avais chaud dans ce gros corps. Avez-vous remarqué que je transpirais beaucoup et que ma transpiration sentait fort? Je vous regardais de loin. Je savais que vous me regardiez aussi. Vous me disiez « Tiens, la vieille Augustine est à la fenêtre. » Et j'avais une telle envie de voler vers vous et tout vous dire. Mais vous n'auriez pas compris. Maintenant, c'est fini. Je suis tranquille. Je vais vous accompagner un bout de chemin. Alors, Dominique sentait une main idéalement tiède et vivante qui serrait la sienne. Elle était aussi émue qu'au premier contact de la main d'un amant. Elle avait un peu honte. Elle manquait d'habitude, elle aussi, détournait la tête en rougissant. « Avouez, balbutiait mademoiselle Augustine, que j'étais une affreuse vieille fille. » Dominique voulait dire non, par politesse, mais elle comprenait qu'il était impossible, désormais, de lui mentir. « Si, j'en ai souffert, allez. J'ai été si contente quand j'ai attrapé enfin ma pneumonie. On m'a mis des ventouses, et j'étais obligé de me laisser faire. Il y avait des moments où je croyais qu'ils allaient me garder, mais j'ai profité d'une heure où ils m'avaient laissé seul. Je vous aime tant. » Dominique n'était pas choquée. Cet amour n'était pas ridicule. Elle avait l'impression que c'était tout naturel, que c'était cela qu'elle attendait depuis toujours. Elle était seulement gênée pour les 2 marins. Elle voulait en parler à mademoiselle Augustine, qui ne les avait peut-être pas vus. Mais sa volonté s'engourdissait, une lassitude surnaturelle s'emparait d'elle. Elle avait chaud au plus profond de sa chair, de ses veines, de ses os, et un bras l'enlaçait. Des lèvres s'approchaient des siennes. Elle fermait les yeux, haletait. Une sensation unique la raidissait toute. Elle avait peur. Elle sombrait. Dominique ne sut jamais si elle avait réellement gémi. Dans la demi-obscurité bleuâtre du compartiment, elle ne vit, fixée sur elle, que les yeux ouverts du marin qui lui faisait face. Il venait peut-être de s'éveiller, ou bien y avait-il longtemps qu'il nageait ainsi,
entre la veille et le sommeil. Elle était encore troublée. Elle avait honte. Quelque chose avait failli se produire en elle qui s'était arrêté net. Quelque chose qu'elle pressentait, qui lui faisait peur, à quoi elle n'osait pas donner un nom. Elle ne dormit plus de la nuit. Dès les pâles lueurs de l'aube, alors qu'on venait de dépasser Montélimar, elle se tint dans le couloir, le visage immobile contre une vitre, et elle vit défiler les premiers oliviers, les toits roses, presque plats, les maisons blanches. Il y avait du soleil à la gare Saint-Charles, où elle alla boire une tasse de café et manger un croissant à la buvette, tout en surveillant son train. Plus loin, elle entrevit la mer très bleue, avec une infinité de crêtes blanches, car le Mistral soufflait. Le ciel était pur. On voyait, sur la route, les gens tenir leurs chapeaux. À Toulon, elle prit le tram, et, malgré sa honte, elle n'était pas encore parvenue à dissiper tout à fait l'extraordinaire sensation qui laissait des traces au plus secret d'elle-même. Cela lui était arrivé une seule fois, jadis, quand elle avait 16 ou 17 ans. Mais alors, cette sensation s'était épanouie comme une fusée dans le bleu profond du ciel, et l'avait laissée hébétée, vide de substance. Tiens, dans un taxi découvert, elle reconnaissait son cousin Bernard, avec une jeune fille qu'elle n'avait jamais vue. Elle leur adressait des signes. Bernard se retournait trop tard. Le tramway était déjà loin derrière. « Ma pauvre Nick, ce que tu dois être fatiguée. Monte un instant pour te rafraîchir. » L'enterrement avait lieu dans 1 heure. La maison était pleine d'oncles, de tantes, de cousins. Tous l'embrassaient. « Tu es toujours la même, » disait-il. « À quelle heure as-tu reçu le télégramme de François? Figure-toi qu'il n'avait pas ton adresse, si bien que tu es arrivé trop tard pour l'avoir une dernière fois. On ne pouvait pas attendre plus longtemps, tu comprends? » Et, tout bas, elle commençait à sentir. Ses jambes avaient enflé, les derniers temps. Mais non, elle n'était pas changée. Si Dominique avait pu la voir, elle paraissait dormir. Est-ce qu'elle se souvenait? Le petit Cotteron, un jour, avait dit naïvement que tante Clémentine avait un goût de fruits confits. Eh bien, elle était restée ainsi jusqu'à la fin. Mais, va te débarbouiller. On t'apprendra ça tout à l'heure. Tu seras bien surprise, va. Tu as vu le pauvre oncle François? Il a voulu venir quand même. Hélas, nous craignons fort que ce ne soit son tour un jour ou l'autre, et que nous nous retrouvions bientôt tous à Rennes. Il y eut beaucoup de monde à l'enterrement, beaucoup d'uniformes. Les voiles des femmes volaient. On avait franchi le passage à niveau que Dominique avait à peine reconnu. Il lui semblait que tout cela était plus petit, la villa aussi, et si banal. Plusieurs fois, pendant l'office des morts, elle pensa à Antoinette, qu'elle revoyait à d'autres obsèques, à Saint-Philippe-du-Roule. Puis, au sortir du cimetière, elle se retrouva mêlée à toute la famille. Ses oncles, ses tantes étaient devenus des vieillards. « Tu n'as pas changé, toi. » Eux avaient changé. Et les cousins, les cousines, qui étaient maintenant des personnes mûres, qui étaient mariées et avaient des enfants. On lui montrait un gamin de 13 ans, qui lui avait dit « Bonjour, tante. C'est le fils de Jean. » Ce qu'elle retrouvait avec le plus d'étonnement, c'est le vocabulaire d'autrefois, ces mots qui n'avaient un sens que dans la famille, dans le clan. Parfois, elle devait faire un effort pour comprendre. On avait dressé 2 grandes tables dans la salle à manger et dans le salon de la villa. On avait mis tous les enfants à la même table. Et il y avait à côté d'elle un polytechnicien en uniforme, qui avait une voix basse et qui l'appelait sans cesse petite tante.
Le prof de maths est un chic type. Moi, je fais latin langue. Les mêmes mots totems, prononcés par des êtres qu'elle avait connus bébé, ou dont elle ne connaissait l'existence que par les lettres de Nouvel An. Berthe Babarite, qui a épousé l'année dernière un ingénieur des ponts et chaussées et qui vit à Angoulême, vient d'avoir un enfant. Elle les regardait. Elle avait l'impression qu'il la regardait aussi à la dérobée, et elle en était gênée. Elle aurait voulu être comme eux, se sentir à nouveau du clan. Ils étaient sans inquiétude, se retrouvaient comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Certains, qui vivaient dans la même ville, se rencontraient souvent, faisaient allusion à des amis communs, à des détails de carrière, à des vacances passées ensemble au bord de la mer. Vous ne vous sentez pas trop seul à Paris, Nick? Je me suis toujours demandé pourquoi vous restiez dans cette ville, alors que... Je ne m'ennuie pas. Nick n'a pas changé. Nick n'a pas changé. On le lui répète comme si, seule de la famille, elle avait toujours eu le même âge, 40 ans, comme si elle avait toujours été vieille fille. Oui, ils avaient prévu qu'elle ne se marierait pas, et ils trouvaient cela naturel. Personne ne faisait allusion à la possibilité d'une autre vie. Je me demande comment tante Clémentine a pu agir ainsi. Si du moins elle avait eu l'excuse de la nécessité. Mais elle touchait une pension. Elle avait toujours ce qu'il lui fallait. Elle qui était si affectueuse et qui aimait tant les enfants. Une tante trancha. On n'aime réellement les enfants que quand on en a soi-même. Le reste, croyez-moi, ce sont des simagrées. La vraie victime de tante Clémentine, c'était Dominique, qui ne disait rien, s'efforçait de garder ce sourire un peu dolent qu'elle tenait de la famille, qu'elle avait toujours vu à sa mère et à ses tantes. Il n'existait qu'une personne dont elle eut des chances d'hériter un jour. C'était tante Clémentine, la seule qui n'eut pas d'enfant. Et voilà qu'on apprenait que tante Clémentine, sans en rien dire à personne, avait placé son bien en viager. Il ne restait à se partager que des objets personnels, une petite boîte de bijoux anciens, des bibelots, car les meubles allaient par testament à la vieille domestique, Emma, qu'on avait voulu faire asseoir à table, mais qui avait tenu à rester seule dans la cuisine. « Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme souvenir, Nick ?» Je disais à l'oncle François que le camé te ferait plaisir. C'est un peu démodé, mais il est fort beau. Tante Clémentine l'a porté jusqu'à la fin. On commença le partage vers 4 heures. Les enfants avaient été envoyés dans le jardin. Certains groupes reprenaient le train le même jour. On débattit la question des 2 alliances, car tante Clémentine, qui était veuve, portait 2 alliances, qu'on lui avait retirées. Certaines disaient qu'on avait eu tort. Si l'on donne les boucles d'oreilles à Céline et la montre à Jean. Les hommes parlaient métier. Ceux qui appartenaient à l'armée ou à l'administration discutaient des avantages des postes coloniaux. Nous avons heureusement un très bon lycée. Il faudrait que ma nomination n'arrive que dans 3 ans, quand les enfants auront passé leur bachot, car c'est toujours mauvais de changer de maître. Nick, est-ce que, franchement, le camé... Et elle murmurait machinalement, parce que c'était ce qu'elle devait dire. C'est trop. Mais non. Tiens, prends aussi cette photographie où tu es dans le jardin avec tante Clémentine et son mari. À cause d'un hangar qu'on avait bâti en face, on ne voyait plus qu'un tout petit morceau de mer. Pourquoi ne viendrais-tu pas passer quelques jours chez nous, à Saint-Malo? Ça te changerait les idées. S'apercevait-il qu'elle avait besoin de se changer les idées? Non. C'étaient les mots qu'on prononçait à chaque rencontre. On s'invitait, puis on n'en parlait plus jamais. Quand repars-tu? Demain. Tu as retenu une chambre à l'hôtel?
Ici, tu comprends, nous pourrions dîner tous ensemble, ce soir, au restaurant. François, où pourrions-nous dîner pour pas trop cher? On s'embrassa encore. Parfois, Dominique croyait que le contact allait se produire, qu'elle ferait à nouveau partie du clan. Son malaise tournait à l'angoisse. Tous ses visages tournaient autour d'elle, se brouillaient, se dessinaient soudain avec une netteté stupéfiante, et elle se disait « c'est un tel ». Elle était trop éreintée pour reprendre le train de nuit, et elle trouva difficilement une chambre, dans un tout petit hôtel où régnait une odeur indéfinissable, hostile, qui l'empêcha presque toute la nuit de dormir. Elle repartit par le train du jour, s'en alla furtivement avec le camé dans son sac à main. Un soleil oblique entrait dans le compartiment, où, pendant de longues heures, ce fut un va-et-vient bruyant de voyageurs, qui ne montaient que pour un petit parcours. Puis, aux environs de Lyon, le ciel blanchit, vira au gris. On aperçut les premiers flocons de neige au-dessus de Chalon-sur-Saône. Dominique mangea des sandwichs achetés à la gare et vécut, jusqu'à Paris, comme dans un tunnel. Les yeux mi-clos, les traits tirés, burinés par la fatigue, par l'impression de vide, comme d'inutilité, qu'elle emportait de Toulon. Quand elle arriva à Faubourg Saint-Honoré, elle fut dépitée de ne trouver personne. Les cailles étaient sortis. Peut-être ne rentrerait-il que tard dans la nuit. La chambre était froide, sans odeur. Elle alluma une bûche avant de retirer son manteau, tint une allumette au-dessus du réchaud à gaz. À la fenêtre de la vieille Augustine, les volets étaient fermés. Donc, elle était bien morte, car jamais elle ne fermait ses volets. Aucune lumière dans l'appartement d'Antoinette. Il était 10 heures du soir. Fallait-il croire qu'elle était déjà couchée? Non. Dominique sentait un vide derrière les fenêtres aux rideaux tirés. À l'étage au-dessus seulement filtrait un peu de clarté jaune, qui passa de la salle à manger à la chambre, et, vers 11 heures, s'éteignit tout à fait. Antoinette n'était pas non plus chez ses beaux-parents. Dominique fit son lit, rangea avec soin son bagage, contempla le camé avant de l'enfermer dans le tiroir aux souvenirs. Et elle ne cessait de guetter la rue, maussade, irritée qu'Antoinette eût profité de son absence pour commencer une nouvelle vie. On était en janvier. Pendant plus d'un mois, il ne s'était rien passé. Une fois, 2 fois par semaine, Antoinette était allée rendre visite à sa mère, rue Caulaincourt. Un jour, vers 5 heures, les 2 femmes étaient sorties ensemble pour aller au cinéma. Puis elles avaient retrouvé Colette dans un café des Grands Boulevards. Pendant 2 semaines encore, Antoinette avait franchi furtivement la porte du petit bar de la rue Montaigne. Elle n'y attendait plus. Elle savait bien que c'était inutile. Ne faisait qu'entrer et sortir. Rien pour moi? Rien, madame. Elle avait maigri, pâli. Elle passait à nouveau des heures à lire, étendue sur son lit, fumant des cigarettes. Plusieurs fois, son regard avait rencontré celui de Dominique, et ce n'était plus le coup d'œil qu'on accorde à un passant. Les yeux insistaient. Antoinette savait que Dominique savait. Il y avait une interrogation dans ses prunelles écarquillées. Pourquoi? Elle ne pouvait pas comprendre. Pourtant, ce n'était pas de la curiosité qu'elle devinait chez cet inconnu attaché à ses pas. Certaines fois, on aurait pu croire qu'une sorte d'affection, de confiance, allait naître. Vous qui savez tout. Mais elle ne se connaissait pas. Elle passait,
Chacune allait son chemin, emportant ses pensées. Antoinette n'était pas malade. Elle n'était pas couchée. Et l'idée ne venait pas à Dominique qu'elle pût être allée tout simplement au cinéma. Non. Il était l'heure de la sortie des cinémas. On entendait des gens rentrer chez eux. Des taxis filaient à toute vitesse. Les derniers autobus déferlaient dans les rues. Des flocons de neige tombaient lentement. Et, là où ils se posaient sur la pierre froide, il n'y avait plus rien quelques secondes après. Pas même une tache de mouillé. 10 fois, Dominique contempla les volets clos de la mansarde d'Augustine, et, chaque fois, elle fut envahie par la honte. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu faire un tel rêve, et cependant, elle savait que ce n'était pas un effet du hasard. Elle ne voulait pas y penser, et elle était tentée d'en déchiffrer le sens profond. Est-ce qu'elle était une autre Augustine? Elle revoyait la villa de Toulon. Ceux qu'elle avait connus, oncles et tantes, étaient devenus des vieillards ou des morts. Ceux qu'elle avait vus enfants étaient des parents à leur tour. Les jeunes filles étaient des mères. Les écoliers turbulents étaient des ingénieurs ou des magistrats. Les bébés parlaient de maths et de latin grec, de profs et de bachots. L'appelaient tante Dominique. « Tu n'as pas changé, Nick. » Il disait cela sincèrement, parce que sa vie n'avait pas changé, parce qu'elle n'était rien devenue. La vieille Augustine était morte. Demain, après-demain, on l'enterrerait, comme on avait enterré Clémentine. Alors, dans la rue, il n'y aurait plus de vieilles filles, ou plutôt, ce serait le tour de Dominique. Elle se débattait. Elle alla se regarder dans la glace. Ce n'était pas vrai qu'elle fût vieille. Ce n'était pas vrai que tout fût déjà fini pour elle. Sa chair n'était pas desséchée. Sa peau était restée blanche et douce. C'est à peine si, sous ses paupières, on discernait un tout petit trait assez profond. Mais elle avait toujours eu les yeux cernés. C'était une question de tempérament, de santé. Jeune fille, on lui ordonnait des fortifiants et on lui avait fait des piqûres. Quant à son corps, qu'elle était seule à connaître, c'était un corps de jeune fille, sans flétrissure. Pourquoi Antoinette ne revenait-elle pas? Le dernier autobus était passé. L'heure était passée du dernier métro. Il y avait de la perfidie à profiter de l'absence de Dominique pour commencer une vie nouvelle, d'autant plus que cette absence était involontaire, que Dominique n'était parti qu'à contre-cœur, en s'excusant d'un regard aux fenêtres d'en face. Les cailles rentraient. Ils avaient vu de la lumière sous la porte. Ils chuchotaient, se demandant s'ils devaient aller la saluer et lui annoncer que tout s'était bien passé en son absence, qu'on était seulement venu pour le gaz et qu'il n'avait pas payé, parce que... La voix de Lina. Elle est peut-être déshabillée. Puis un silence. Ils souriaient à l'idée de leur logeuse déshabillée. Pourquoi? De quel droit souriaient-ils? Que savaient-ils d'elle? Ils allaient, venaient, faisaient du bruit, s'imaginaient qu'il n'y avait qu'eux au monde, eux et leur joie de vivre, leur inconstance, les plaisirs qu'ils se donnaient sans marchander ni s'inquiéter du lendemain. Ils avaient payé leur loyer, mais savaient-ils s'ils pourraient le payer à la fin du mois? Pas ce soir, Albert. Tu sais bien qu'on ne peut pas. Une femme qui disait cela à un homme? Un taxi? Non. Il s'arrêtait plus bas dans la rue. Il était 1h10. La portière claquait. On n'entendait pas encore le pas. Blotti dans l'angle de la fenêtre, Dominique parvenait à entrevoir la voiture,
le chauffeur placide qui attendait, une femme debout, penchée sur la portière, un autre visage contre le sien. Ils s'embrassaient. Le taxi remontait vers le boulevard Haussmann. Antoinette marchait vite, cherchant la clé dans son sac, gagnait le milieu de la rue et levait la tête pour s'assurer qu'il n'y avait plus de lumière chez ses beaux-parents. On la sentait à nouveau vivre. Une atmosphère de joie amoureuse l'enveloppait comme le manteau de fourrure dans la chaleur duquel elle se blottissait. Elle se glissait dans le corridor, hésitait devant l'ascenseur, gravitait l'escalier sur la pointe des pieds. Chez elle, elle n'alluma que la lampe de chevet à reflet rose. Sans doute laissait-elle tomber ses vêtements à ses pieds, simplement, et se faufilait-elle dans les draps. Quelques instants plus tard, la lumière s'éteignait déjà, et il n'y avait plus âme qui vive dans le quartier. Dominique était aussi seule que la vieille Augustine, qui n'avait personne pour veiller son corps immobile. La même fièvre, les mêmes gestes, les mêmes roueries, la même gaieté jaillissante, et, vis-à-vis de Madame Rouet, la même docilité. Antoinette, à nouveau gentille avec sa belle-mère, montait sans avoir été appelée, se livrait à de menus travaux, allait au-devant des désirs des deux vieux. Seule, l'heure avait changé. Et les jours? Annonçait-elle encore qu'elle se rendait chez sa mère? À 4h30, elle sortait, marchait en contenant son impatience jusqu'à Saint-Philippe-du-Roule, et se précipitait dans le premier taxi. Place Blanche. C'était une autre qualité de mystère. Le taxi ne roulait pas assez vite à travers les rues encombrées, et une main gantée ouvrait la portière alors qu'il n'était pas encore arrêté. Le hall d'un vaste dancing, des dorures vulgaires, des glaces, des tentures rouges, un guichet. Entrée, 5 francs. Une salle immense, des tables à l'infini, des projecteurs contrastant avec l'éclairage tamisé, et, dans cette lumière irréelle, 100, 200 couples qui évoluaient lentement, tandis que, dehors, à 50 mètres, la vie de la ville déferlait avec ses autos, ses autobus, des gens qui portaient des paquets, qui couraient, Dieu sait où, à la poursuite d'eux-mêmes. Une Antoinette transfigurée, son manteau de vison flottant derrière elle. Une Antoinette qui entrait dans ce monde nouveau comme dans une apothéose, et marchait droit vers un angle de la salle. Sa main qui se tendait, déjà dégantée, une autre main qui la saisissait, un homme qui se levait à moitié, rien qu'à moitié, car elle était déjà à côté de lui, et déjà aussi il lui caressait le genou sous la soie noire. C'est moi. Un orchestre succédait à un autre orchestre. Les projecteurs passaient du jaune au violet. Les couples, un instant hésitants, se reformaient, évoluaient à une nouvelle cadence, cependant que d'autres couples émergeaient de l'obscurité des recoins. Ainsi, à 5 heures de l'après-midi, chaque jour, il y avait là 300, 500 femmes peut-être, qui s'étaient échappées du réel et qui dansaient. Il y avait d'autant d'hommes, presque tous jeunes, qui les attendaient nonchalamment, les guettaient, allaient et venaient, glissants et silencieux, en fumant leurs cigarettes. Antoinette ravivait le rouge de ses lèvres, le rose un peu ocré de ses joues. Un regard questionnait. « Nous dansons ?» Et l'homme passait son bras sous la fourrure, dans la tiédeur du corps. Sa main se posait sur la chair que la soie de la robe rendait plus lisse, et comme plus souple, plus chère encore, plus féminine. Elle souriait, lèvres entr'ouvertes. Il se perdait parmi les autres couples,
sans rien voir qu'eux-mêmes à travers leurs cils mi-clos. L'homme murmurait comme une incantation. « Viens !» Et Antoinette devait répondre. Encore une. Encore une danse, pour retarder le plaisir, pour rendre le désir plus lancinant. Peut-être pour ressentir, là, au milieu des autres hommes et femmes, ce que Dominique avait ressenti dans le train. « Viens, attends encore un peu. » Et, sur leur visage, on lisait qu'ils avaient commencé l'acte d'amour. « Viens !» Il l'entraînait. Elle ne résistait plus. « Mon sac !» Elle allait l'oublier. Elle se laissait conduire, franchissait les lourdes portières de velours rouge, passait devant la cage vitrée de la caisse. Entrée, 5 francs. Les autos et les autobus, les lumières et la foule, une sorte de rivière à traverser, à frôler, l'angle d'une rue à tourner dans un envol, et, tout de suite après, une charcuterie, un seuil à franchir, une plaque de marbre noir avec des mots dorés, un corridor étroit qui sentait la lessive. Ce jour-là, sur le seuil, Antoinette marqua un temps d'arrêt. Ses prunelles se dilatèrent l'espace d'une seconde. Elle avait reconnu une silhouette noire, un visage pâle tourné vers elle, des yeux qui la dévoraient. Et alors, ses lèvres se retroussèrent dans un sourire triomphant, dédaigneux, de femme qui se laisse emporter par les bras impérieux du mal. Le couple avait sombré. Il ne restait plus que l'amorce d'un corridor, dépassant devant l'étalage d'une charcuterie, l'image effacée de l'homme qui suivait Antoinette dans l'escalier, un mulâtre aux yeux insolents.